Face à des défaites successives du mouvement social, que faire? Et maintenant, on fait quoi? C'est le titre de la très belle édition papier de Frustration, le magazine désormais en ligne, de la guerre des classes comme il se présente lui-même. On fait quoi? Si l'on en croit l'équipe de Frustration, il est urgent de forger un esprit de victoire, ce qui passe avant tout par les mots et par les concepts qu'il faut se réapproprier. Il faut aussi peut-être retourner la stigmatisation contre les stigmatiseurs, si on peut dire, en les décrivant comme ils sont, de manière ravageuse, impitoyable. L'esprit de victoire passe aussi par les récits de percée du mouvement ouvrier, ici et ailleurs dans le monde. Bref, c'est cet esprit qui souffle sur ce bel objet éditorial que je m'en vais feuilleter aux côtés de Nicolas Framont, rédacteur en chef, et de Guillaume Étiévant, responsable de rubrique économie. C'est la rubrique unboxing, comme le disent les youtubeurs. Salut Nicolas, salut Guillaume. Salut Théophile. Salut. Je le disais, les youtubeurs ont des formats qu'ils appellent unboxing, et là ensemble on va unboxer cette nouvelle publication papier qui est très belle, du très beau papier, un très beau graphisme, des très beaux textes. Tout cela est fait en partenariat avec Les Liens qui Libèrent, les éditions Les Liens qui Libèrent. C'est quoi l'histoire de cette nouvelle formule, Nicolas? Cette nouvelle formule, c'est l'idée de se dire que Frustration est un média en ligne gratuit, et le travail en ligne, c'est un certain type de travail, mais ça crée aussi quelques frustrations chez beaucoup de gens qui aimeraient avoir un objet qu'ils peuvent tenir, qu'ils peuvent offrir, qu'ils peuvent garder, d'où l'idée de faire un magazine papier. Donc on a fait un numéro pilote l'année dernière par nos propres moyens, et Les Liens qui Libèrent nous ont proposé de faire une coédition pour faire un objet qui soit à la fois plus beau, plus qualitatif et mieux diffusé. Et dans cet objet, on trouve quelques articles qu'on avait déjà sortis sur le web et qu'on a augmentés, mais surtout un grand nombre d'articles inédits, un entretien et puis des réponses de personnalités qui gravitent autour de Frustration Magazine. Alors Guillaume, c'est plutôt un succès. J'imagine que ça fait du bien, alors qu'on produit surtout sur Internet, qui est plutôt, disons, froid, même si vos textes peuvent être assez chaleureux, on peut dire en tout cas assez chauds dans la manière dont ils sont écrits. C'est une autre expérience, le papier. Bah oui, tout à fait. Et puis nous, on attache aussi beaucoup d'importance à la qualité des illustrations, au visuel. On a une imagerie bien particulière, et donc sur le web, c'est très bien d'apparaître sous cette forme. Et sur le format papier, dans le cadre vraiment d'un livre, je trouve que c'est encore plus marquant. Ça permet effectivement d'avoir un bel objet que peut-être les gens vont garder, se transmettre. Pour nous, ça donne aussi l'occasion de faire des présentations en librairie, de pouvoir du coup échanger avec nos lecteurs avec cette nouvelle publication comme objet de nos discussions. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, c'est des perspectives très intéressantes. Vous continuez de tracer votre sillon, écrire de manière accessible et punchy, ça c'est un peu la marque de Frustration, et procéder à des retournements de stigmates. Et une fois de plus, les riches en prennent pour leur grade. D'entrée de jeu avec une de tes enquêtes, Nicolas, je pense que ça commence en page, je vois pas, il n'y a pas de numérotation de pages, mais en tout cas au tout début. Pourquoi les patrons, les médecins et les bourgeois sont ceux qui fraudent le plus? Donc, c'est pour répondre un peu aux clichés sur la personne qui est au RSA, qui fraude, etc. Vous dites non, c'est pas eux qui fraudent, c'est les riches. Et donc, c'est toujours dans la logique du retournement de stigmate, mais à peu près, qu'est-ce qui constitue la trame de cet article au vitriol? L'idée de cet article venait de quelqu'un qui m'avait dit si les riches et les bourgeois sont autant obsédés par la fraude sociale et la fraude des pauvres, c'est parce que eux-mêmes, c'est ce qu'ils feraient à leur place. Et je me suis posé la question de ce que ça voulait dire et de ce qu'on pouvait regarder. Et effectivement, dans le fonctionnement de toute une partie de la bourgeoisie et des professions les plus élevées, il y a énormément de fraude, notamment cette enquête qui était sortie sur la fraude à l'assurance maladie. Et en réalité, la fraude à l'assurance maladie, ce qui pèse le plus, c'est pas la fraude des usagers, donc des gens qui essaieraient de gratter des congés maladie en plus, etc. C'est la fraude des professionnels de santé. Donc les pharmaciens, les médecins qui vont facturer des actes qu'ils ne font pas réellement et donc qui détournent l'argent du système. Et c'est ça qui pèse le plus dans les finances publiques et les finances sociales. Voilà, ce qui est très important, c'est que la fraude des classes supérieures, elle nous coûte beaucoup plus cher. Évidemment, on a tous en tête la fraude fiscale qui est le fait des plus riches.
parce que c'est eux qui ont les possibilités de la faire, qui peuvent accéder à des systèmes bancaires parallèles, etc. On sait que c'est à peu près 100 milliards par an, par exemple. Donc ça n'a rien à voir avec les montants de fraude qui sont les plus contrôlés. Le gouvernement Macron actuellement a cette obsession de faire en sorte que la CAF contrôle de plus en plus les allocataires, que Pôle emploi, devenu France Travail, soit obsédé par le contrôle au point que ça en devient du harcèlement. Mais la réalité, si on est sur une logique strictement économique, c'est que si on voulait récupérer le plus d'argent public fraudé, il faudrait s'en prendre aux professionnels de santé, au patronat qui fraude aux cotisations patronales, ce qui pèse aussi énormément, et puis évidemment aux contribuables les plus riches qui pratiquent l'évasion fiscale pour payer le moins possible d'impôts. Donc en fait, si on avait une vision strictement rationnelle de lutte contre la fraude, ça serait aux plus riches qu'on s'en prendrait. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'on est dans un État qui met en place des systèmes d'impunité qui permettent aux riches de se dédouaner de leurs obligations en toute impunité. Alors, Guillaume, je disais que vous mordez quelque part les riches, les puissants, les stigmatiseurs, comme j'ai dit, notamment à travers l'art du portrait. Et quand on lit cette édition de Frustration, il y a des portraits de milliardaires, hein, notamment de Vincent Bolloré. Mais avant Vincent Bolloré, il y a celui de Daniel Kretinsky, qui est moins connu. Je pense que c'est toi qui as écrit ce portrait de Daniel Kretinsky. Qui est-il? Pourquoi le portrait tuerait? Et qu'est-ce qui est important de débunker, de dévoiler à travers sa mise en lumière? Je lis le titre de ton article, Daniel Kretinsky, le bourgeois pollueur qui rachète l'économie française. Voilà. Le titre dit pas mal de choses de l'article. Ce qui est intéressant quand on parle des milliardaires, c'est de voir comment ils sont devenus milliardaires, comment ils ont développé leur fortune. Et en l'occurrence, ce qu'on dit assez peu, c'est que Kretinsky, c'est vraiment l'argent de la pollution qui lui a permis de devenir aussi riche. Donc, en particulier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a racheté beaucoup d'usines de charbon à l'époque où, petit à petit, elles étaient vouées à la disparition, pour des raisons évidemment de transition énergétique. Donc il les rachetait à très bas prix, parce qu'il savait bien que pendant un certain nombre d'années, elles pourraient quand même continuer à générer du profit. Donc il les a achetées vraiment pas cher. Elles ont quand même continué à générer du profit jusqu'à la fermeture pour certaines, mais après il a touché les indemnités qu'ont versées les États en contrepartie de ces fermetures. Et après, pendant le Covid, il a fallu les réouvrir parce qu'il y a des problématiques énergétiques. Et là, il a pu les réouvrir et à nouveau se faire de profit avec tout cet argent, donc de la pollution via le charbon. C'est ça qui a été fondamentalement la source de son pouvoir. Et avec cet argent, eh bien après, il a racheté des médias massivement, notamment en France. Il rachète des groupes de la grande distribution. Il a racheté Casino il a racheté des médias comme Marianne. Comme Marianne, par exemple. Et quand il les rachète, après, il leur impose la ligne éditoriale. Donc, on évoque notamment dans l'article le fait qu'il avait fait changer une de Marianne qui était, selon lui, pas assez positive pour Emmanuel Macron dans son duel aux dernières élections présidentielles. Il n'y a pas que Marianne dans son escarcelle. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe CMI qui achète un peu partout, qui fait son marché dans tout ce qu'il peut, notamment la presse en ligne. Il s'est un peu rapproché d'ailleurs de Libération. Oui, tout à fait. Il rôde autour du monde, même il rôde autour du monde. Oui, petit à petit, on voit bien aujourd'hui, c'est la trajectoire de pas mal de milliardaires de faire des acquisitions importantes. Rodolphe Saadé aussi, qui le fait aussi. Rodolphe Saadé qui a acheté un certain nombre de médias, notamment les médias du Sud. C'est La Provence, je crois qu'il a racheté. Et il me semble qu'il est en train de racheter le média Brut, si ce n'est pas déjà fait. Et il a aussi des yeux pour BFM TV. En gros, là, c'est ce qui a été dit le plus récemment. Je crois, moi, j'ai eu ça hier, qu'il allait racheter également BFM TV. Essayez au moins. Alors Rodolphe Saadé est devenu très riche grâce à l'inflation post-confinement, parce Exactement. Que c'est CGM, un groupe français qui est dans la logistique, le transport international, et qui a fait des marges importantes, notamment en profitant d'une situation de quasi-monopole sur un certain nombre de points de la chaîne de valeur. Et c'est aussi cet intérêt de vos portraits. Vous faites des portraits de milliardaires, pas à la façon de Capital ou de Challenge, mais à la façon de Frustration. Et par exemple, vous avez aussi, c'est ni toi ni Nicolas, mais vous avez également fait le portrait de Vincent Bolloré, le même type de portrait au vitriol qui dévoile
quelque chose du cheminement de Bolloré, mais autrement. Oui. Je ne sais pas si on peut dire que c'était portrait au vitriol, parce que finalement, dans nos portraits de milliardaires, on ramène plus de réalité que ne le font les portraits élogieux qui leur sont faits. Les portraits élogieux des milliardaires, par exemple, se penchent jamais sur la source de leur argent. On a l'impression qu'ils sont devenus milliardaires comme ça en claquant des doigts, ou par leur talent, ou par leur mérite. Nous, on essaie de ramener un peu de réalisme là-dedans, et on s'intéresse aux conséquences réelles de leur action. Et les conséquences réelles de l'action des milliardaires actuellement, ce sont des conséquences néfastes à tout point de vue. Et ça, c'est une réalité objective. Alors, vous évoquez également les syndicats, dans un article qui a été signé de toi, Guillaume, après l'échec des retraites. Que faire des syndicats? Pourquoi ce focus sur les syndicats dans ce numéro de « Et maintenant, on fait quoi ?» Exactement, de notre thématique globale, on fait quoi maintenant? Évidemment, ce qui s'est passé dans l'opposition à la réforme des retraites est dans tous les esprits, puisqu'il y avait énormément de gens dans la rue. On a battu des records en termes de millions de personnes qui manifestaient. Et pour autant, absolument aucune revendication des centrales syndicales et des gens qui manifestaient n'ont été acceptées par le gouvernement. Et finalement, le projet est exactement le même qu'avant les mobilisations. Donc forcément, pour vous, c'est la faute des syndicats? C'est pas une question de faute, j'essaye d'expliquer en fait l'évolution notamment du droit du travail en France, la place de la négociation collective qui s'est développée depuis des décennies et qui a fait passer les syndicats d'un rôle de conflictualité sociale à un rôle plus de dialogue social, de négociation collective. Et du coup, en réalité, les centrales syndicales essayent de peser sur les décisions plus en discutant, en négociant, qu'en établissant un réel rapport de force. Donc ce rapport de force, par contre, on le voit toujours dans pas mal d'entreprises où il y a des grèves qui sont déclenchées par les salariés dans les entreprises, soutenues localement par leur section locale de leur syndicat. Mais à partir de tous ces mouvements qu'on a pu voir, dans les cas les plus emblématiques, ça a été les grèves dans les raffineries, par exemple, ou les grèves chez Verbaudet, où il y a vraiment eu des augmentations de salaire importantes qui ont été obtenues, essayer de généraliser davantage ça et également s'inspirer de ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, puisque, à l'inverse des syndicats, les Gilets jaunes ont obtenu le fait que le gouvernement recule assez rapidement sur un certain nombre de points. Alors après, leurs revendications étaient beaucoup plus larges, et évidemment, ça n'a pas été accepté par le gouvernement, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un gouvernement comme ça reculer au bout de 3 semaines sur certaines revendications. Donc il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les Gilets jaunes. Et ce que j'explique dans l'article, c'est qu'en réalité, les syndicalistes et les Gilets jaunes sont 2 mouvements qui s'infusent les uns les autres. Et il y avait en fait pas mal de syndicalistes parmi les Gilets jaunes, il y avait des responsables locaux de la CGT, etc. Et que dans le mouvement des retraites, on a vu les syndicats s'inspirer déjà de ce qu'avaient fait les Gilets jaunes, en bloquant l'électricité, en faisant des blocages, etc. Donc en fait, on a déjà une évolution importante de cette nouvelle forme, on va dire, de conflictualité sociale, et ça donne des pistes pour essayer d'être plus efficace, et peut-être que le prochain mouvement puisse obtenir satisfaction de ces revendications. Justement, vous illustrez en fait ce qu'on peut appeler la grève victorieuse et le syndicalisme offensif par l'exemple des États-Unis. Alors les États-Unis ne sont pas connus pour un pays d'avant-garde en matière de combats sociaux, mais vous dites qu'en réalité, il y a des choses à apprendre des Américains, des syndicalistes américains. Tout à fait. Ouais, dans le secteur automobile notamment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été obtenues. Alors c'est un paradoxe, c'est qu'en réalité, finalement, dans une situation où il y a peut-être moins de droits pour les syndicats, enfin, c'est sûr même qu'il y en a moins aux États-Unis, beaucoup moins qu'en France, et du coup, il y a une conflictualité plus grande qui peut se créer. Et cette conflictualité, aujourd'hui, elle aboutit à davantage de résultats que la pacification sociale que nous avons en France grâce à tous les droits qui ont été donnés aux syndicats à partir de 1945. Donc, dans un premier temps, ça a été positif en France d'avoir tous ces droits, ça a permis d'obtenir beaucoup de choses. Depuis une vingtaine d'années, on est plutôt en régression. Et du coup, s'inspirer de ce que font les syndicats dans des pays où, en fait, le droit du travail est moins protecteur est intéressant et riche d'enseignements pour nous en France. D'autant plus qu'en France, on a eu différentes lois ces dernières années, les dernières étant les ordonnances Macron, qui ont beaucoup fait régresser les droits des syndicalistes. Et puis là, il y a une future loi travail qui va arriver avant l'été, où là, il faudra se mobiliser. Ça pourrait être intéressant de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Alors Nicolas, il n'y a pas que des sujets sérieux, enfin ça reste sérieux, mais on se marre dans la manière d'écrire, et donc du coup on se marre quand on lit. Il y a des chroniques, par exemple, comment ne pas 7 astuces pour ne pas être un gaucho chiant. C'est un article que tu as écrit. Oui. C'est quoi le gaucho chiant? C'est quoi le gaucho chiant? Je pense qu'on voit tous à peu près ce que c'est le gaucho chiant. C'est-à-dire que c'est un concept qu'on
qu'on a inventé d'expériences, d'expressions que les gens utilisaient autour de nous. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la figure du militant de gauche peut être répulsive pour toute une partie de la population. Et clairement répulsive pour toute une partie de la population. Et il faut se poser les questions de pourquoi. Et pour nous, il existe certaines tendances, certains comportements, donc on aborde un peu sous un angle développement personnel, comment ne pas devenir, voilà, on donne des astuces pour ne pas adopter cet ethos militant qui se pose en donneur de leçons, par exemple, qui prend les gens un peu pour des imbéciles, qui va avoir un jargon très spécifique, qui va le couper de toute une partie de la population. Vous évitez le jargon, ça c'est sûr. Voilà, nous on évite ce jargon. On a une belle écriture. Pas parce qu'on estime que nos idées doivent toucher absolument tout le monde. Pas des gens qui préalablement ont le vocabulaire adéquat, ont le background familial, culturel qui leur permet de comprendre ce qu'on aborde. Et ça c'est très important si on veut vraiment réussir à diffuser ces idées. Et donc il nous semble qu'il y a une série de comportements comme ça qu'on peut identifier, qu'on décrit dans le magazine, qui coupent les militants de gauche, alors de diverses obédiences, hein, ça ne concerne pas que des militants révolutionnaires, c'est tout type de militants, les militants écologistes aussi ont ces tendances-là, à se couper du reste de la population en restant dans des entre-soi, aussi parce que quantitativement, il y a de moins en moins de militants en proportion de la population, et donc du coup, à mesure que ce groupe se rétrécit, il devient aussi de plus en plus exclusif, et puis peut-être de plus en plus repoussoir. Et je pense que face aux défis de notre époque, abattre le capitalisme, hein, ni plus ni moins, parmi d'autres défis, eh ben, il faut vraiment réfléchir à des pratiques qui permettent d'inclure complètement la population dans nos combats et de faire corps avec elle. Et je pense que ce n'est pas le cas dans la plupart des collectifs militants de nos jours. Et à Frustration, on essaie de donner quelques tips par rapport à notre expérience, par rapport aux choses qu'on a pu voir et qui nous ont déplu, dont on estime qu'elles doivent changer. Alors, par exemple, il y a quelques exemples pour comment ne pas devenir un gaucho chiant, faire avec les gens tels qu'ils sont et pas tels qu'on aurait préféré qu'ils soient. Bah oui, il y a cette idée, moi je critique une forme de nostalgie chez les militants de gauche qui fantasment par exemple une classe ouvrière des années 50-60 qui était unie et solidaire, et donc il y a des gens dont la spécialité c'est finalement de se lamenter en disant de nos jours, voilà, les gens sont sur leur smartphone et sur Netflix. Bah oui, c'est la société telle qu'elle est, et d'ailleurs être sur son smartphone ou sur Netflix ne dit pas qu'on aura des idées anti-révolutionnaires, au contraire, il peut y avoir des choses qui se passent, mais il faut faire avec la société telle qu'elle est devenue, et pas tout le temps se lamenter du fait que les choses aient changé. On doit faire avec le matériau existant, et le matériau existant, c'est une société avec énormément de salariés qui, certes, sont divisés dans des unités de production parfois plus petites, qui ont des statuts parfois plus précaires, mais on doit s'adapter à cette population-là parce que c'est celle qu'on a et c'est celle vers laquelle on se bat. Voilà. Et par exemple, toujours un article un peu jubilatoire, il est de Rob Grams, une des belles signatures de Frustration, qui a la plus grosse Bibli, le mythe du bourgeois qui a tout lu. En gros, c'est une critique à l'intersection entre le monde de la bourgeoisie et aussi le monde culturel, c'est-à-dire le monde classique des bobos, on va dire, de la gauche, qu'elle soit bourgeoise ou pas, parce que le mot bobo, il est peut-être peu adapté. On peut ne pas avoir d'argent, mais aimer montrer qu'on a la plus grosse Bibli. C'est quoi le problème? Pourquoi on ne devrait pas faire des concours de Bibli? Parce que, en fait, c'est des stratégies de distinction culturelle. Ça a bien été montré par un sociologue comme Pierre Bourdieu, c'est-à-dire que les classes supérieures cherchent à se distinguer du reste de la population en affichant des goûts qui leur permettent de montrer qu'elles ont une supériorité morale et intellectuelle par rapport au reste de la population. Et ça a produit des effets, c'est-à-dire que, par exemple, les catégories plus défavorisées, les classes laborieuses vont se sentir moins légitimes, par exemple, à parler politique, parce qu'elles vont estimer ne pas avoir les compétences. Et ça, ce discours, il est très mauvais, il est très contre-productif, et je pense qu'il ne faut pas l'encourager. Il ne faut pas toujours mettre en scène sa supériorité intellectuelle. Et d'ailleurs, ce que Rob Grams montre dans cet article, c'est que cette mise en scène, elle est toujours factice. Que la grosse bibliothèque, souvent, c'est une bibliothèque dont on ne consulte pas les livres. La citation que les éditocrates aiment bien sortir, ils ont toujours une citation de Victor Hugo, de Voltaire, de Derrière les fagots. C'est toujours une citation qui est hors contexte, qui est intellectuellement inintéressante. Et donc, nous aussi, ce qu'on fait à Frustration, c'est de dégommer l'idée d'une supériorité intellectuelle de la bourgeoisie, qui est souvent une idée montée de toutes pièces. Les bourgeois font des grandes études et des grandes écoles qui leur donnent un sentiment de supériorité et qui leur donnent les apparences de l'intelligence. Ça ne fait pas d'eux des gens plus intelligents, plutôt parfois des gens plus inintelligents.
Alors, il y a une troisième partie, il y a des nouvelles du front, comment s'organiser, et aussi, et maintenant, on fait quoi avec un certain nombre de réponses, un certain nombre d'intellectuels et de militants comme Joseph Andras, François Bégodeau, Léa Chamboncel, Adeline Dieudonné, Olivier Matteux, Françoise Vergès, Elisa Rojas, Victoire Tuaillon, Mathilde Viau. Comment vous les avez choisis, Guillaume ? Donc effectivement, dans le cadre de ce dossier, de cette thématique, on s'est dit à un moment donné, ça peut être intéressant d'avoir le point de vue de certaines personnalités sur la situation actuelle. Qu'est-ce qui vous rend optimiste dans la situation actuelle, malgré tout? C'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre des discours alarmistes, un peu déprimants à gauche. Et là, de dire, finalement... Justement, dans les 7 manières de ne pas devenir un gaucho chiant, il y a aussi cultiver l'optimisme. Voilà, exactement. Donc c'était cohérent de dire qu'est-ce qu'on peut dire d'optimiste aujourd'hui dans la situation actuelle. Et puis, qu'est-ce qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui et qu'il faudrait faire davantage? Voilà, on a choisi ces deux questions. Et puis, après, on a posé en fait, ces deux questions à des personnalités qui sont assez proches de nous, avec qui on avait déjà eu l'occasion de dialoguer, comme François Bégodeau, par exemple, ou Adeline Dieudonné, qui fait l'objet, elle, d'un entretien plus long aussi dans le journal. D'autres personnalités qu'on ne connaît pas, nous, directement, personnellement, autant que d'autres, comme par exemple Olivier Matteux, parce que ça nous paraissait important d'avoir un syndicaliste qui puisse exprimer sa position en tant que syndicaliste, et pour le poids spécifique que lui, il a porté pendant le mouvement des retraites, qui n'était pas forcément le même que les confédérations syndicales. Françoise Vergès, qui, par le biais de ce numéro, on a pu vraiment faire sa rencontre, et elle a participé à la soirée de lancement de notre numéro annuel à Paris, où elle a pris une place importante et elle a eu des propos qui étaient très intéressants. On a essayé d'avoir une diversité de points de vue, de personnalités qui gravitent autour un petit peu des positions de Frustration Magazine, et on a été heureux de voir qu'elles ont accepté de se jouer au jeu, et ça donne un contenu, je trouve, assez intéressant et qui permet une petite respiration aussi dans la revue, au-delà de nos propres analyses. Alors, vous avez une grande proposition, Nicolas, pour le salaire unique, 2600 € net pour toutes et tous. Oui, c'est important. Déjà, cette proposition, elle avait fait débat sur les réseaux sociaux. Absolument, je l'ai teasé sur les réseaux sociaux, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir la rage que ce genre de proposition peut déclencher. Moi, je pense que c'est un rôle important de médias indépendants, comme le vôtre, comme le nôtre, de faire ce que font les médias de droite. Les médias des milliardaires lancent des polémiques sur leur mot d'ordre et nous obligent tous à y répondre. Et souvent, on passe nos journées à répondre aux polémiques lancées par l'extrême droite et par les milliardaires d'extrême droite. Moi, j'estime qu'il faut faire la même chose de notre côté, c'est-à-dire lancer des polémiques sur nos bases. Et pour moi, cette proposition, évidemment, dont il faudrait discuter sur sa mise en application, c'est-à-dire l'idée de dire on devrait tous être payés pareil à temps horaire équivalent. Bien sûr, après, il y a des gens à mi-temps, il y a des gens, je dis aussi qu'il y a des gens qui travaillent de nuit, par exemple, et ça, il doit y avoir des primes, etc., ou l'ancienneté, on peut en parler. Mais disons que le principe de base, ça soit l'égalité des rémunérations totales. Les parents de familles nombreuses comme moi. Voilà, mais bien sûr, après, c'est toujours, pour moi, c'est la base, et ensuite, on discute d'autres critères objectifs. Mais actuellement, les différences, les écarts de rémunération dans ce pays comme les autres n'ont rien de rationnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens qui vont vivre moins longtemps, qui vont faire des métiers plus pénibles, et ça fait partie de ceux qui sont les moins payés. À l'opposé, vous avez des cadres supérieurs qui vont avoir une espérance de vie plus longue, qui ont des métiers pas physiquement pénibles, et qui vont être payés bien plus, parfois sur des postes dont on a du mal à comprendre l'intérêt dans des grandes entreprises. Donc l'idée, c'est de remettre tout à zéro et de faire en sorte que les différences qu'il n'y ait plus de différence de rémunération, que ce soit plus l'argent qui nous distingue les uns des autres. Et ce qui est intéressant, c'est justement que là, ça crée une polémique, et de voir les réactions épidermiques que ça peut déclencher. Et tous les arguments qu'on a pu me balancer sont finalement des arguments de mépris social, quoi. C'est de dire, mais comment vous imaginez qu'un médecin peut être payé autant qu'une caissière? Bah oui, je l'imagine. Je l'imagine parce que je vois bien quelle est la pénibilité du métier de caissière, une pénibilité qui nécessite des compensations. Je vois bien sûr l'utilité sociale du métier de médecin, mais je vois aussi l'utilité sociale du métier de caissière. Et pendant l'épidémie de Covid, alors tous les bourgeois ont oublié ce moment-là, mais même les bourgeois les plus bourgeois ont eu cette petite prise de conscience éphémère de se dire c'est incroyable, nous on a pu s'arrêter de travailler, et puis ceux qui continuent de travailler malgré les risques et périls, ce sont les moins bien payés. Donc il y a eu cette petite prise de conscience éphémère qui montre l'utilité de tous les métiers. Et donc moi je pense qu'il faut que payer tout le monde pareil, c'est poser cette utilité sur la table. Et évidemment,
c'est un énorme progrès social, puisque ce qu'on montre aussi, c'est que si on prend les salaires du secteur privé, là je me suis basé uniquement sur le secteur privé, la moyenne, c'est 2600 net. Ça veut dire que plus de 70% de la population aurait gagné à cette mesure. Et pour moi, ça illustre le fait que les mesures égalitaires profitent à la plupart des gens. Et effectivement, vous avez un peu moins de 30% de la population qui verrait sa rémunération baisser. Mais quand même, on aurait tous très majoritairement à y gagner. Et une mesure comme ça, si elle était soumise à référendum, c'est possible qu'elle fonctionnerait. Vous êtes populiste, monsieur Nicolas Framont. Je suis réaliste. Alors, Guillaume, cette conversation, cet unboxing va vers la fin. Alors, avant de terminer, je voudrais citer quelques autres articles qui sont marquants, notamment l'article sur la laïcité et la guerre scolaire, une enquête au cœur de l'enseignement privé qu'on peut lire dans ce numéro de Frustration. Il y a également le rôle de la sous-bourgeoisie dans le système capitaliste, la sous-bourgeoisie qui est... C'est un peu la classe qui est la courroie de transmission entre la bourgeoisie et le reste de la population. Il y a des mots croisés, il y a un horoscope, un faux horoscope on imagine, il y a... Oui. Comme tous les horoscopes. Oui. Un horoscope qui assume d'être faux. Et donc il y a des papiers nombreux et variés que vous aurez le loisir de lire. Guillaume, quel mot tu peux ajouter à la fin pour convaincre celles et ceux qui nous regardent de se procurer ce numéro papier du magazine Frustration? Je dirais que déjà les personnes qui veulent un petit peu en savoir plus sur ce qu'on propose comme texte peuvent aller sur notre site internet qui reste intégralement gratuit. Donc tous les articles sont accessibles. Et si le ton de nos articles leur plaît, s'ils trouvent qu'ils peuvent avoir des informations qu'ils ne voient pas forcément ailleurs, en tout cas des points de vue qu'ils ne voient pas forcément ailleurs, ils retrouveront dans ce numéro annuel cette même dynamique. Et que voilà, si ça leur plaît, qu'ils l'achètent. Si en plus ils veulent nous soutenir en s'abonnant à notre revue en ligne, c'est encore mieux. Mais voilà, je pense qu'on a une certaine spécificité dans ce qu'on fait. Donc ça peut plaire à certains, d'autres ça ne va pas du tout les intéresser. En tout cas, ceux à qui ça plaît, qui n'hésitent pas à aller en librairie, ça se trouve maintenant grâce à notre éditeur et notre diffuseur dans toutes les librairies en France, donc il est très facilement accessible. Merci Guillaume, merci Nicolas pour ce moment. Merci. Et on conseille à tous de lire ce magazine, peut-être de l'offrir au lieu d'offrir du muguet, on pourrait l'offrir à la fête du travail. Absolument, très bonne idée de cadeau. La fête des travailleurs. Alors je regarde la fin, par exemple, la dernière de couve, il y a un slogan assez drôle: vous ne détestez pas le lundi, vous détestez le capitalisme. C'est toujours ça, un peu potache, jouissif et réjouissant. Merci à vous d'avoir regardé ce unboxing qui assume absolument de faire la promo gratuite pour les copains. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.